partager mon écran. Aujourd'hui, ce que je voulais vous proposer, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. C'est pas ça que je voulais vous proposer d'ailleurs. Ça, on en parlera plutôt à la fin. Aujourd'hui, je voulais vous raconter un petit peu l'histoire du mouvement Maker et comment on en arrive finalement à, si je retrouve le bon onglet, voilà, comment on en arrive finalement à cette Maker Faire, à cet événement qui est porté à travers le monde, hein. En 2019, avant Covid, c'était 400 événements dans le monde, dans 40 pays. Donc, il y a un vrai côté à la fois mondialisé de l'événement et c'est une grande famille, surtout, on se connaît tous entre producteurs de Maker Faire à travers le monde, etc. Nous sommes tous des makers, c'est une des baselines de Maker Faire, tous makers depuis la fin des temps finalement, quand on a découvert l'outil et qu'on a commencé à bricoler, à se faire une maison. Et c'est un besoin vital parce qu'en fait, on a évidemment besoin de boire, de manger, de se reproduire, mais on a aussi besoin de s'adapter à notre environnement. Et c'est comme ça, à travers les outils, que finalement, on a commencé à faire du do it yourself, de faire des choses soi-même. Et puis, je voulais vous parler d'un grand monsieur qui s'appelle Dale Dougherty. Dale Dougherty, dans les années 90, c'est lui qui a conceptualisé l'idée de web participatif, de web 2.0. On connaît tous cette, cette appellation web 2.0. C'est Dale Dougherty qui l'a, quelqu'un d'un peu visionnaire qui, dans les années 90, a dit qu'Internet allait vers ça. Et finalement, le mouvement Maker est né de la rencontre du web 2.0 et du mouvement DIY en cela où il accélère tout, c'est-à-dire que grâce à Internet, on peut partager des fichiers, on peut partager ses connaissances à travers des tutos, tout s'accélère et on passe du faire soi-même au faire avec les autres et c'est comme ça que naît finalement le mouvement Maker. Alors tout ça commence sur Internet, justement. On discute, on se dit que bah tiens, il y a quelque chose qui va pas très bien dans ce monde, qui produit plus qu'il ne ou qui consomme plus qu'il ne pourrait, etc. Et puis apparaissent aussi dans les années 2000 les Fab Labs, ces lieux de prototypage rapide où on va pouvoir, grâce aux imprimantes 3D, etc., commencer à prototyper des idées, des projets. Et tous ces gens qui parlent sur Internet et puis qui font des choses dans les Fab Labs commencent à lire le magazine Make, qui est donc édité par Dale Dougherty. Et tous ces gens qui parlent dans les Fab Labs, qui parlent sur Internet, qui font des choses dans les Fab Labs, qui lisent le magazine Make, ressentent le besoin d'un événement et pour se retrouver. Et c'est comme ça que naît la première Maker Faire à San Francisco. Alors faire, vous savez, si on retire le E en anglais, c'est le salon, donc c'est le salon des makers. Et puis là, il y a un petit clin d'œil au savoir-faire à la française parce que nous, on construisait des cathédrales, ils n'étaient pas encore nés. Donc l'artisanat, ça vient aussi de la France. Puis évidemment, c'est un jeu de mots sur le faire. Donc c'est pas une faute d'orthographe, c'est plus un clin d'œil. Et parce que souvent, on nous traite d'anglicisme, bah là, c'est un francicisme. Maker Faire né de ça. Et puis, alors, on est évidemment dans la Silicon Valley, c'est-à-dire le point de départ du Web 2.0, mais il ne faut pas oublier que dans les années 70, c'était aussi le berceau du mouvement hippie, car finalement, l'enjeu du mouvement Maker, c'est de trouver la place de l'homme dans cet univers devenu technologique, etc. Et puis très vite, New York veut sa Maker Faire, Tokyo veut sa Maker Faire, et je le disais tout à l'heure, en l'espace d'une quinzaine d'années, c'est plus de 44 pays dans lesquels il y a des Maker Faire, et là, 720, parce qu'ils font aussi des mini, ils en font dans les magasins, je sais plus le nom du magasin, c'est un peu l'équivalent de la Fnac, ils en font dans les écoles, il y en a partout, il y en a partout. Alors, qui sont les makers? C'est plutôt des communautés de passionnés, hein, des gens qui font, on dit souvent des gens ordinaires qui font des choses extraordinaires.
avec un manifeste aussi qui porte des valeurs telles que il vaut mieux réparer plutôt que de racheter, que tous ensemble, on peut travailler sur les projets de chacun. C'est plein de belles valeurs et ça concerne finalement tous les domaines de notre quotidien. Ça va aussi bien de la couture à la biologie, à la robotique, mais aussi au low-tech. Ce n'est pas qu'un mouvement technologique high-tech. Et donc, ça concerne finalement tout notre quotidien, avec un état d'esprit qui est de dire que n'importe qui, avec une idée, va pouvoir changer le monde et trouver au sein de la communauté des makers des gens qui vont pouvoir mettre leurs compétences au service d'un projet et que tous ensemble, on va changer le monde. Là, j'ai une petite vidéo de Maker Faire Paris 2018, je crois, du temps où on était au Tripostal. Voilà, ça c'était Lille 2018, je crois. On avait prévu d'être à Saint-Sauveur en 2020 et ça n'a pas pu se faire, mais on espère bien y revenir en 2022. Donc Maker Faire, ce sont d'abord des stands de makers. On a plusieurs typologies de makers. On a à la fois vraiment ceux qui s'amusent, hein, les constructeurs de petits robots R2D2, ils vont pas changer le monde, mais ils apprennent en s'amusant. On a les startups de demain, finalement, qui sont un peu en mode prototypage de leur projet, et c'est aussi l'occasion de le confronter au public, d'avoir un premier retour. Et puis ceux qui veulent changer le monde, qui veulent nettoyer les océans, ou le mouvement low-tech qui travaille à des solutions durables et low-tech pour l'habitat. Des ateliers, parce que l'idée aussi, c'est que en allant sur Maker Faire, le public mette la main à la pâte et fasse des choses et se rende compte que tout le monde est capable de faire des choses finalement, des conférences pour nous parler des tendances actuelles et futures, notre baseline étant bienvenue dans le futur, des performances parce qu'on aime bien s'amuser, une journée éducation qui est importante pour nous parce que vous savez, dans les événements culturels, on a toujours des belles familles avec des beaux enfants déjà cultivés et on veut offrir aussi la possibilité à d'autres de voir tout ce mouvement et toutes ces forces vives et qu'il n'y aurait pas nécessairement les parents pour les envoyer. Donc, c'est un coût pour nous, mais c'est important d'organiser une journée éducation en lien avec l'éducation nationale. Et puis, une soirée des makers parce que c'est aussi un moment de rencontre entre les makers. Une fois que le public est parti, on sait que c'est à cette soirée, autour de bière, que les makers se rencontrent et que finalement naissent de futurs projets qu'on représentera l'année d'après. Donc, on essaie vraiment de préserver des temps entre makers et avec les partenaires. Bon, ça, c'était plutôt une présentation de l'année dernière. Bon, des petits exemples de choses un peu drôles. Ça, c'est du scotch de masquage pour faire de la peinture. On appelle ça du tape, donc on appelle ça la tapigami. Et c'est intéressant parce que en réalité, ce qu'il cherche à prouver, c'est que même sans outils, donc avec juste ses mains et du scotch, on peut créer des choses.
Là, je ne sais pas si j'ai d'autres exemples, mais je vais passer sur une autre présentation qui est celle de Maker Faire Paris. Hop. Alors, cette année, la prochaine Maker Faire, on a eu une petite traversée du désert en 2020 avec le Covid. Et on a regardé un peu ce qui se faisait à travers le monde en version digitale, en version digitale, etc. Et puis, surtout, ce qui s'est passé, c'est que Maker Faire est donc l'événement de référence du mouvement Maker depuis 20 ans. Mais quand on annule une Maker Faire, comme la Maker Faire de Lille, ben, on n'a pas vu les makers depuis un an. Et puis, on ne les reverra pas au mieux dans un an. Donc, on se perd de vue. Et nous ne sommes pas très présents pour l'instant sur le web. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On doit faire quelque chose en 2021. Et c'était compliqué d'anticiper ce qu'allaient être les prochains mois. Alors là, on a l'impression que tout va bien, mais qui peut dire ce que sera l'automne prochain? Et notre enjeu étant évidemment de conserver notre leadership sur le mouvement Maker en France. Et du coup, on a réfléchi et on s'est dit, on va faire un événement 100% digital. Ça a été une lourde décision. Ça veut dire que peut-être à la rentrée, finalement, on pourra faire des événements physiques. Mais en tout cas, on ne voulait pas être contraint par des jauges limitées et faire une espèce d'événement à moitié réussi ou à moitié raté selon les points de vue. Et donc, on a pris ce parti pris cette année en novembre de faire à Paris ou sur le web en tout cas une édition 100% online et 100% digitale. Pour autant, les mêmes mots nous animent tout le temps, hein, la sincérité, la simplicité, la convivialité, le fun, l'étonnement, la sérendipité, susciter l'envie, l'émerveillement, le foisonnement. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? C'était la bonne question. Sachant que ça n'a pas été une année non plus creuse pour les makers. Au contraire, ça a été l'année de la révélation de la capacité des makers à, à tenir la ligne de front. C'est plus de 2 millions, là j'avais mis 1 million, mais c'est plus de 2 millions de visières qui ont été imprimées et distribuées par les makers depuis chez eux. Et ça a vraiment donné du crédit à ce mouvement, hein. Évidemment, chez Decathlon, vous avez vu les projets autour des masques, etc. Ça a été l'année de la révélation de la capacité des makers à faire des choses sérieuses quand il y en a besoin et des compétences et pas juste de s'amuser justement sur les makers faire. Et donc, on avait envie de faire des thématiques un peu cette année. Chaque année, on met en avant des thématiques. Alors, Maker Faire, cette année, se vivra de chez soi, en direct de chez eux, les makers. Et on s'est posé un peu la question de c'est quoi chez soi. Alors, chez soi, c'est d'abord son corps. Hein, et on vit dans son corps, donc il faut en prendre soin. Donc, on sera particulièrement attentif aux projets en lien avec la santé, le sport, l'agriculture, la cuisine. Son chez-soi, c'est évidemment son habitat. Donc, on va porter particulièrement des projets low-tech, des projets en lien avec l'habitat inclusif et participatif, la domotique, la robotique. Et puis, évidemment, son chez-soi, c'est la planète, c'est l'économie circulaire, c'est réparer, c'est recycler, c'est les mobilités douces. Donc, ça va être un peu le fil rouge de cette édition à Paris cette année. Toujours des stands, c'est 250 stands d'habitude de Paris, des ateliers, des conférences, des animations. Et en fait, en réfléchissant à ce qu'était un stand, on se rend compte que c'est un peu comme une chambre d'ado mal rangée. Chacun ramène un peu son bordel sur son stand en physique. Et puis, on passe finalement, quand on traverse une Maker Faire physique, de stand en stand ou de chambre d'ado en chambre d'ado. Et finalement, à la fin de la journée, on est une espèce comme ça de mosaïque dans la tête de succession de petits univers.
Et ça, j'y reviendrai après. Et puis, des ateliers. Alors, pour le coup, des ateliers en ligne, ça existe déjà et ça marche déjà très bien. Je pense notamment aux ateliers de cuisine, hein, où on vous envoie avant la liste de courses. On vous envoie pas la farine, vous allez acheter la farine. Donc, on vous envoie la liste de courses en amont et puis on se connecte tous ensemble à un moment. Et voilà. Des conférences, on a déjà évidemment le modèle de TEDx qui marche très bien en ligne, donc on n'est pas effrayé par ça. Et puis, on aime beaucoup s'amuser sur Maker Faire et donc on va beaucoup travailler la question de la téléprésence et on pourra prendre notamment depuis chez soi le contrôle de robots qui vont visiter des expositions à la Cité des Sciences et puis plein d'expériences qu'on pourra mener depuis chez soi. Donc, dans sa forme, Maker Faire Paris, cette année, on voulait aussi que ce soit complètement user-friendly sur Instagram ou Pinterest. J'ai pris un peu ces exemples-là. En un clic, vous avez accès au contenu. Et on voulait surtout pas partir dans des visites de salons virtuels où finalement il faut traverser une espèce de hall virtuel pour arriver au bout d'un stand virtuel et finalement regarder une vidéo. Aujourd'hui, quand on va, oh, pardon, ça c'est une petite remarque, quand on va sur Netflix, on ne vous fait pas croire qu'il faut aller dans la salle numéro 11 pour attendre le début du film. Vous avez, en un clic, vous arrivez sur le film. Et c'est un peu à ça que va ressembler d'ailleurs la plateforme de Maker Faire Paris 2021. On va faire un plateau télé en direct de la Cité des Sciences. 2 fois 4 heures d'émission non-stop, une sorte de vivement dimanche des makers, où on invitera les makers sur le canapé et ils pourront faire des petites démos. Donc ça, il y aura une chaîne particulière et non-stop de cette émission. On va on va diffuser évidemment des conférences. Toute une série d'ateliers, toutes les heures, il y aura un nouvel atelier à suivre en ligne. Alors bien sûr, le programme sera mis en ligne un mois avant. D'ailleurs, le programme général de tout, y compris des stands, sera mis en ligne un mois avant. Et puis, on pourra justement recevoir la liste des courses nécessaires pour faire l'atelier. Toute une partie téléprésence. Et puis, la folle histoire de notre plateforme, c'est qu'on va être capable de streamer en direct 200 visios. Ça veut dire qu'en un clic, on pourra passer d'un stand à l'autre, dialoguer avec les gens qui sont sur le stand. Ils auront évidemment à la fois un planning pour dire moi je suis connecté de telle heure à telle heure, etc. Ils pourront avoir un programme d'atelier qui sera envoyé aussi au public un mois en amont, ce qui fait que en un clic on pourra passer d'un stand à l'autre comme on le fait finalement dans la vraie vie. Et puis on pourra suivre des ateliers en direct et plein de choses super rigolotes. Donc c'est un peu à ça que va ressembler la plateforme. Je ne sais pas si j'ai d'autres. Il y a longtemps que j'ai fait la présentation. La promesse de Maker Faire, c'est avant tout de rencontrer les gens. On est plus le salon des makers, plus d'ailleurs que le salon des projets. Parfois, on a des projets qui sont pas passionnants, mais l'histoire de la personne qui le fait est passionnante. Et c'est cette rencontre-là qu'on veut préserver à travers cet événement donc digital en mode passif un mois avant. Et pendant 3 jours, connecté, on pourra rencontrer les makers. Et pour le coup, on passera en mode replay après, jusqu'au mois de mars, on pourra continuer à resuivre les ateliers, les conférences et continuer à voir les projets. Bon, au niveau de l'architecture, ça vous intéresse pas vraiment, mais c'est une prouesse technique. Je dois vous dire qu'on a rencontré à peu près 10 boîtes de développement de web en France et qui nous ont dit qu'ils ne savaient pas faire. Et finalement, on a eu la chance de rencontrer des Autrichiens qui avaient collaboré sur Maker Faire à Hanovre. Je vous disais que c'était une grande famille Maker Faire et qui était pas loin d'être capable de faire ce qu'on voulait. Donc, on est en train de finaliser le développement de la plateforme avec eux. Donc, ça ressemblera à ça plus ou moins. Les dates, c'est le 26, le 27 et le 28 novembre 2021. Le 26 étant la journée éducation, ce sera juste 2 heures le vendredi 26 de 14 heures à 16 heures. Et le 27, la connexion se fera juste de 14 heures à 18 heures. On n'oblige pas les makers à être connectés
4 heures d'affilée s'ils n'ont pas d'atelier ou de choses à proposer, mais on leur impose d'avoir au moins un temps de présence pour pouvoir échanger avec les publics. Mise en ligne, finalement, on a avancé au 5 octobre et non pas au 21 octobre. Et tout ça se fait l'inscription sur le site paris.makerfair.com jusqu'au 14 juillet. On est un peu dans la dernière ligne droite. Jusqu'au 15 juillet, en fait, si vous avez un feu d'artifice dans votre village à minuit le 14 juillet, c'est le rappel pour vous dire inscrivez-vous, c'est la dernière nuit pour le faire. Et puis l'événement en lui-même, pareil, aura lieu sur le site paris.makerfair, donc à l'automne. Bon, ce n'est pas très intéressant, c'est les plannings. Et comme j'ai beaucoup parlé, si vous voulez, je peux répondre à des questions, puis après je vais vous présenter 2-3 makers. Merci pour la présentation, hein, c'est très intéressant. Je ne sais pas combien de personnes ici dans l'auditoire ont eu l'occasion de participer, enfin de venir, ne serait-ce que découvrir une Maker Faire. Moi, ça a été un choc en 2018 quand j'ai vu celle de Lille, où d'un seul coup, je me suis retrouvé avec des tas de gens qui avaient la même chose que moi et, et que je ne connaissais pas. Et ça a été un réel choc et à tout niveau. Donc, c'est vraiment un événement qui est absolument passionnant. Donc, merci de mener ça et de relancer ça après cette période compliquée là. Vraiment, c'est top. Mais j'ai pas de questions, je suis désolé. Ce blanc après ton intervention me laissait vraiment sur ma faim. Pardon, je suis en train de chercher mon chargeur, je vois que mon ordi est en train de perdre la batterie. Idem, j'ai pas forcément de questions, mais pour avoir pareil participé à des Maker Faire, je trouve que le système et la transformation qui est opérée, elle est juste incroyable. Donc ça montre bien la créativité qu'il peut y avoir autour de la Maker Faire. Donc voilà, bravo pour la transformation qui est en cours. Après, transformation qui est un palliatif quelque part, parce que c'est quand même tellement bien de voir les gens en vrai, surtout pour parler de faire des choses avec ses mains, quoi. Donc c'est très bien d'avoir ce site virtuel et tant mieux. Mais voilà, c'est clair que faut le voir comme une alternative faute de mieux. Oui, clairement, de toute façon, on envisage un redémarrage physique à Lille a priori le dernier week-end de mars 2022 à la gare Saint-Sauveur et Saint-Sauveur-Bazar, etc. C'est une alternative et pour autant, on a essayé de préserver justement cette rencontre, ce dialogue qui peut se faire. Hein, le public pourra allumer sa caméra aussi. Je crois que chaque stand peut accueillir 250 personnes en même temps en termes de connexion. Et donc, il peut y avoir ce vrai échange. On a voulu préserver le fait de faire des choses, donc des ateliers en ligne, avec pour mot d'ordre aux makers d'essayer d'inventer des ateliers avec des choses qu'on est censé avoir à la maison. Par exemple, les filles de la couture, elles sont en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire avec des torchons. Et normalement, on a tous des torchons à la maison. Et limiter autant que faire se peut l'achat de trucs spécifiques. Alors pour le coup, il y a Eliox qui est une youtubeuse assez connue en impression 3D qui va proposer un atelier impression 3D, mais on constate qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont des impressions 3D, des imprimantes 3D. Je ne pense pas que les gens vont acheter une imprimante pour l'occasion, mais il y a quand même des vraies catégories. Et de la même manière, nos couturières, il y a beaucoup de gens qui ont des machines à coudre. Sur l'événement physique, on avait la prétention d'appeler ça l'atelier géant, parce qu'on accueillait 50 personnes en même temps. Et Dodinette, qui fait de la couture, aujourd'hui organise sur Facebook des ateliers en live où elle a 3000 connectés. Donc notre atelier géant, il devient tout petit en fait. Et donc, il y a l'idée à la fois évidemment d'être un palliatif et de garder le lien avec la communauté et les publics à cette occasion. Mais je pense qu'on va apprendre beaucoup aussi et que peut-être on va garder des choses dans les prochains événements qui redeviendront complètement physiques. Peut-être que le plateau télé, on le gardera à terme
et ça permettra à des gens de suivre une partie ou de comprendre un peu l'événement depuis Marseille. Peut-être qu'on continuera à streamer les ateliers en ligne. Enfin, en tout cas, on va apprendre. Je me rends compte aussi que ça oblige les makers à réinventer un peu des choses et on connaît leurs capacités créatrices. Donc, c'est un challenge en fait. Bon, ça nous booste un peu. Puis nous, on est excités de faire un truc nouveau aussi, hein. La Cité des Sciences, on l'a fait déjà en long, en large, en travers. D'ailleurs, on rêve d'aller à la Grande Halle de la Villette dans le futur, on verra, parce que les espaces sont mieux adaptés pour nous. Comme on rêvait d'aller à la gare Saint-Sauveur, et là, enfin, j'espère que c'est bon pour cette année. Euh, donc oui, évidemment, on ne sera pas dans la vraie rencontre physique. Pour autant, on sera peut-être tous confinés en novembre, donc on sera peut-être content de. Et puis cette interface, on y croit parce que vraiment, on l'a déjà un peu testé sur Hanovre et ça marche vraiment bien. Et il y a un côté de chat roulette qui est assez drôle aussi. Et on passe vraiment de quelqu'un à. Et puis évidemment, il y a plein d'outils de filtrage, hein. Si on est intéressé par le bois, ben, on pourra être sur le bois. Si on est intéressé sur. Alors, parmi les gros ateliers qu'on produit, parce qu'on fait un vrai plateau de tournage d'ateliers, hein, on aura Henri de Hayac, on aura Olivier Verdier qui fait du bois. On a un peu des stars, hein, qui viennent animer nos ateliers, qui ont, eux, des communautés aussi très déjà connectées. En fait, nous, on est plus habitués à un public physique, qui est peut-être moins consommateur d'offres en ligne. Et évidemment, à l'occasion de cette édition, on aura un stand de Leroy Merlin qui va présenter les Mekit. On fera des ateliers avec Mekit. On envisage d'inviter Pierre Lota, qui est le créateur de la plupart des Mekit. Donc, et puis, il y aura sûrement des ateliers qui pourront être menés depuis les magasins. En fait, c'est étrange parce que parfois, on a l'impression que c'est par défaut, on fait un truc. Et en réalité, tout d'un coup, on se rend compte que on peut déployer et se connecter à plein d'initiatives locales portées, que ce soit dans les magasins, que ce soit en direct de Decathlon. Tout à coup, finalement, ça ouvre aussi des vraies perspectives et des vraies possibilités de développement, en fait. Donc, c'est pas que par défaut, c'est hyper enthousiasmant et ça va permettre plein de choses qu'on pouvait pas faire avant, en fait. Le par défaut s'entend sur le 100%, le 100% Bien sûr. virtuel. Il est évident qu'il faudra conserver ça par la suite parce que ça peut apporter tellement de, voilà, en effet, pour des personnes qui ne peuvent pas se déplacer, pour des questions d'accessibilité, pour des questions diverses et variées de timing, parce que un événement physique, c'est à un moment donné, hein, donc faut bien. Mais en effet, on ne peut pas se déplacer, on ne peut pas venir, mais si on sait qu'on peut suivre justement un atelier à distance, ça rajoute une dimension supplémentaire à l'événement physique, ça c'est bien. Alors, une des complexités qu'on a aujourd'hui, c'est d'expliquer aux makers à quoi ça va ressembler. Et, euh, et donc, je passe un peu ma vie à ça. Et après, quand ils commencent à percevoir un peu, on sent que ça va les amuser. Il y a quand même l'idée de se rassembler tous à un moment donné à un endroit finalement qui s'appelle le web, mais on va s'amuser. Je suis pas inquiet. Euh, pour ceux qui parmi nous se poseraient la question, je vais vous mettre dans le chat le formulaire d'inscription avant le 14 juillet. Je ne vais pas faire de choses en même temps, je regarde ça. Et puis, presque, il ne faut pas se soucier de qu'est-ce qu'on va faire en ligne. Pour l'instant, l'important, c'est d'être inscrit. Et on verra plus tard qu'est-ce qu'on fait en ligne. À ce moment-là, il ne faut pas paniquer, à se dire ah, je ne sais pas ce que je vais faire, etc. Donc, il faut déjà s'inscrire. Au moins, vous êtes dans le programme un mois avant et 4 mois après. Parce qu'on se veut aussi la vitrine du mouvement à un moment donné. Et on vous pardonnera si vous n'êtes pas en ligne pendant 8 heures. Et on discutera ensemble de ce qu'on pourrait faire qui serait drôle et qui intéresserait les gens. Et, euh, et nous, on va évidemment, du coup, à la fois à travers nos youtubeurs, à la fois à travers nos partenaires,
à la fois à travers le roi Merlin, etc., on va rameuter du public. Donc, tout ça va être assez joyeux. Alors, je voulais vous présenter aussi quelques makers. Je ne sais pas si on a encore beaucoup de temps. Et si je peux me permettre, je vois le formulaire. Oui. Il faut causer une case obligatoire pour dire quels sont les objectifs. Et là, tu nous dis, commencez par vous inscrire, vous verrez après. Mais là, il faut déjà se positionner. Il n'y a pas le « je ne sais pas encore, mais je vais trouver ». Ouais, mais en fait, là, c'est plus, c'est un formulaire habituel. Hein. C'est parce que c'est d'ailleurs celui qu'on utilise pour les événements physiques aussi. Et on aime bien savoir un peu la démarche. Tu vois, je vais partager mon écran. Tiens. C'est plus un peu l'idée de comprendre c'est quoi l'envie de départ. Est-ce que si c'est pour vendre juste un produit, on va pas être super excité. Et si c'est pour partager un projet, donc c'est là. Oui, c'est ça, c'est les premières questions. Bon, la première question, bon, on aime bien savoir à qui on a affaire, donc on demande le statut, nom, contact, etc. Est-ce que vous avez déjà participé à une Maker Faire? C'est toujours intéressant de le savoir. Et parfois, parfois des Maker Faire à travers le monde, on se dit, ah bah tiens, lui, il est déjà passé partout sauf par chez nous. Donc oui, effectivement, il y a la première question, mais je vais le remplir avec vous. Tiens, hop, ça va nous faire un petit... Je m'appelle CC, et mon mail CCC, formaté, un numéro de téléphone qui est ça, j'habite là, mon pays c'est l'Afghanistan, et puis j'ai déjà participé à une Maker Faire, oui, c'était Lille, et c'était l'année dernière. Et donc oui, effectivement, est-ce que je viens pour présenter mon projet? Est-ce que je viens pour animer un atelier? Est-ce que je viens... J'ai envie de dire, dans le doute, je présente un projet, puis après on verra bien s'il y a un atelier ou pas. Je ne sais pas si on peut mettre plusieurs choses en même temps. Et puis en plus, je vais vendre des choses, et puis je vais lancer un produit. Je peux faire plein de choses. Faut pas, c'est pas rédhibitoire d'avoir. Il n'y a pas de mauvaise réponse en vrai. Et puis je pense que la page d'après, qu'est-ce que je vais demander? Alors, on demande aux gens est-ce qu'ils veulent un stand en ligne ou juste proposer un atelier, mais de toute façon, il faudra avoir un stand en ligne, donc c'est un petit peu débile comme question. Franchement, et puis la première chose, ça va être le nom du projet. Et puis la description complète, ça c'est pour nous. Est-ce qu'on va proposer une activité? Si on ne sait pas encore, on peut dire non. C'est pas très grave. Est-ce que ce sera adapté à un public scolaire? Parce qu'on va, jusqu'à là, on va pousser le projet vers le vendredi. Et puis voilà, faut pas, il n'y a pas de mauvaise réponse. Et puis, de toute façon, après, on peut, je vais arrêter là. Après, on peut modifier par après. Donc, il faut juste s'inscrire. Au moins, vous êtes dans le scope. Et puis, nous, justement, on va vous recontacter pour vous dire, pour échanger, pour optimiser. Par contre, si vous n'êtes pas inscrit, ben, on ne vous recontactera pas parce qu'on ne sait pas que vous existez. Donc, on ne pourra pas changer quoi que ce soit. Donc, voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'évidemment, je suis maker, je ne sais pas encore quel atelier je vais faire dans 5 mois et qu'est-ce qu'il faudra. Par contre, à la rentrée, il va falloir commencer à le savoir parce que nous, on envoie le programme un mois avant. Et l'urgence maintenant, c'est de s'inscrire. Et de considérer que quoi qu'il en soit, c'est une fenêtre de visibilité pendant plusieurs mois et que nous, on va créer les occasions de venue du public. Et puis au pire, on discutera ensemble de qu'est-ce qu'on fait en ligne. Et être en ligne, c'est peut-être être juste là pour répondre aux questions, parce que de toute façon, vous avez déjà mis une photo, un texte, une présentation, des liens, etc. C'est peut-être plus être juste là pour répondre aux questions des gens qui sont toujours curieux en fait de savoir qui vous êtes et pourquoi vous le faites et dans quel but. Et ça, déjà, c'est ça Maker Faire. On n'est pas obligé de réorganiser à chaque fois un atelier sur. Alors, j'avais dit que je vous parlerais de Maker. Si je vais sur. Si je vais sur rencontrer les makers vous en retrouvez plein hein, déjà sur le site de Maker Faire Paris. Il nous reste combien de temps? Je ne me rappelle plus. Ça finit à 14h pile? 14h pile, ouais, en général. Donc, Bon.
Alors, je repartage mon écran. Non, c'est pas ça, c'est bien. Hop. Vous pouvez me parler en même temps, hein, mais j'ai pas. Parce qu'en fait, j'aurais envie de vous présenter tout le monde, évidemment. Euh, Moi, je ne vous cache pas que je fais le plus beau métier du monde. Je passe ma vie à rencontrer des gens passionnés et passionnants. Alors, pour la plupart, ils ont divorcé parce que leur passion est devenue un peu trop envahissante. Euh, mais moi, je rencontre, je sais pas, je vais prendre un truc un peu comme Catapost, par exemple. Catapost, c'est un projet de poste complètement démontable. Vous pouvez le réparer pendant 20 ans. Toutes les pièces, finalement, il s'appelle Damien. Vous voyez, c'est fait en bois, découpé au laser, etc. Euh, Normalement, ce poste-là, vous allez pouvoir tellement le réparer que vous allez le garder sur 4 générations. Et puis, il sera évolutif, etc. La tête dans les nuages, c'est un personnage admirable qui recycle les bâches de les bâches d'affichage, mais aussi le- les, le- les montgolfières, en fait. Et Dieu sait si une montgolfière, ça fait des mètres carrés de tissu. Donc, il fait des poufs avec. Je vous inviterai à regarder ça. Vous allez sur le site de Maker Faire Paris et on a laissé tous les makers qui étaient présents en 2009. Et d'ailleurs, si vous allez sur le site, c'est encore plus foufou. Si vous allez sur le site France.makerfaire, Attention, tu as oublié un C. ah, c'est pour ça que ça ne m'a pas fait automatiquement. Là, vous allez retrouver toutes les éditions de Lille, etc. Donc là, j'étais sur Paris 2019. D'ailleurs, on a même ceux qui auraient dû être présents à Lille. L'Air du Bois, c'est une communauté de boiseux, des gens qui font du bois. C'est une vraie plateforme. Je vous invite à y aller. Ils sont plus de 30 000. Il y a des milliers de tutos. Et c'était assez émouvant parce que quand ils sont venus à Paris, donc là, pour le coup, c'est une communauté digitale de gens qui échangent des choses sur Internet. Et c'est la première fois qu'ils se retrouvaient dans la vraie vie. Donc, ils avaient fait un stand ensemble. Ils étaient une dizaine et une dizaine de personnes qui se parlent depuis des années via les réseaux et qui se sont jamais rencontrées dans la vie. Et c'était hyper émouvant. Ils ont construit un Meki, donc notre petit robot en bois. Et avec le public, pendant 3 jours, ils construisaient le Meki. Il faisait quand même 2 mètres de haut. Et à travers ça, ils apprenaient plein de techniques d'emboîtement, etc. Et c'était assez émouvant, en fait. Ils sont repartis tout émus. Et ça, c'est vraiment des belles choses, des belles histoires qu'on. Scavengy qui est en train de développer une sorte de machine pour récupérer l'énergie d'une éolienne en low-tech et vous branchez et ça marche. Bon, je sais pas qu'est-ce qu'il y aurait de. Je voulais vous parler de François Xavier qui est ici, qui est Toys Fab. Lui, il fait la machine à rendre les gens heureux. Donc, c'est en gros plein de tutos. Il fait beaucoup de choses avec ses enfants qui depuis sont devenus ingénieurs parce que finalement, il les a éduqués par le faire depuis qu'ils sont tout petits. Et puis finalement, les makers sont ingénieux et donc ils sont ingénieurs. Quelque part, c'est des ingénieurs qui n'ont pas eu leur diplôme. Andy Fab Lab, qui est un Fab Lab qui travaille sur l'ergonomie, etc., avec les personnes handicapées. On a comme ça plein de projets différents et finalement, c'est ce foisonnement de projets d'horizons différents et de personnes d'horizons différents. Lui, c'est passionnant. En fait, je suis sûr que tout le monde est toujours emmerdé devant sa poubelle. On ne sait jamais si on doit mettre dans la poubelle de droite ou de gauche les produits à recycler. Et il a créé une application en VR où vous vous entraînez. Et, euh, et je ne sais pas s'il y a une vidéo. Je sais pas si on voit.
Mais donc en VR, vous apprenez finalement à trier vos déchets. Et puis vous marquez des points si vous l'avez mis dans la bonne poubelle. Voilà, on a toutes les poubelles devant nous. Alors évidemment, chaque ville a une politique différente, donc il faut adapter en fonction des villes. Mais c'est des choses super intéressantes et puis je pourrais vous les présenter tous. Il y a Christophe Rayon qui m'appelle, mon directeur. Hop. Voilà, il est l'heure. Un grand merci. Hein. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour le temps et la présentation. Merci Maxime qui est un grand connaisseur justement de Makerfair Ouais. derrière. Bah, tu vois, j'ai fini ingénieur chez Decat, moi, donc Voilà. t'es dans le vrai. Je pense qu'à Makerfair, Et j'ai rencontré mon patron à Makerfair. bah voilà.